je crois qu'il faut, on a parlé de multicrise tout à l'heure, on a un enjeu, c'est de considérer que effectivement, le manque de femmes dans les métiers techniques et la cyber, c'est une crise. Donc, il y a un vrai combat à mener. Enfin, je crois que vous êtes tous convaincus. Nous sommes tous convaincus. Beaucoup de choses ont été dites. Et j'ai souhaité, avec mes invités, porter cette table ronde sur une dynamique, c'est partager des solutions. Les constats sont faits, ils sont derrière nous. Maintenant, on va regarder devant nous. Et puis, Mélanie, là, je vais te proposer de nous dire pourquoi tu as accepté de jouer le jeu de cette table ronde. Et tu me le disais en préparation, en fait, s'il n'y a pas un minimum de 31% de mixité dans une équipe, on n'est pas performant. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Mélanie Rapine, je suis directrice informatique chez Orange Cyberdéfense. Donc c'est une étude qui date un peu. J'ai recherché des chiffres un peu récents, je ne les ai pas retrouvés, mais en tout cas, il avait été démontré qu'en dessous de 30% de mixité, les équipes étaient moins performantes. Alors probablement parce qu'on a des champs de compétences un petit peu différents. Et moi, j'ai des équipes où j'ai beaucoup d'hommes, très très peu de femmes, et tout le monde aimerait beaucoup avoir plus de femmes quand ce sont des hommes, mais j'imagine que quand ce sont des équipes très féminines, elles aimeraient aussi avoir beaucoup d'hommes. Il y a une autre dynamique, il y a une autre écoute, et c'est un plus grand bonheur au quotidien, je pense, d'avoir des groupes mixtes. Alors, dis-nous pourquoi tu as accepté d'être là aujourd'hui. Parce que je voudrais pouvoir porter la voix des femmes. Alors moi, je suis dans l'informatique et dans la cyber. C'est important de pouvoir être des modèles aussi pour les femmes autour de nous. Et puis, donner envie de construire des parcours, de pouvoir attirer encore plus de femmes. Je crois que c'est vraiment, vraiment clé de les convaincre. Alors, ce qu'on va essayer de faire ensemble, on va construire un échange autour de trois axes. Hein. Le premier, c'est ce qu'on peut faire au quotidien dans vos organisations, enfin, ce que vous faites déjà au quotidien et ce qui peut donner des exemples. La deuxième partie de l'échange, c'est tout le sujet, ce que je vais appeler moi de l'extérieur, mais qui couvre l'éducation et l'image de ce métier de la cyber, enfin, qu'on va voir. Et puis le troisième levier, enfin, on a amorcé un peu le terrain tout à l'heure, c'est à l'échelle, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on attend de notre gouvernement, qu'est-ce qu'on attend de l'écosystème et le rôle qu'on peut jouer. Si ça vous va, on va essayer de construire une discussion autour de ça. Fatia, pourquoi tu as accepté d'être avec nous aujourd'hui? Puis je profite de te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Fatia Wassine, directrice cyber stratégie au sein de Soprasteria. Merci pour cette proposition. Moi, j'ai accepté effectivement avec plaisir d'être parmi vous. À titre personnel, j'ai pas beaucoup de mérite d'être là parce que depuis très jeune enfant, j'ai baigné dans un milieu familial qui était dans l'IT. Donc, je suis un peu par ici, par facilité. Mais durant mon métier, j'ai rencontré vraiment des femmes admirables qui ont fait des parcours sur vraiment des métiers complètement différents, qui ont rencontré des vraies difficultés, qui ont eu une curiosité, une envie d'aller dans la cyber. Et leur parcours, que ce soit pour être formées ou pour être accompagnées en entreprise, étaient vraiment des parcours difficiles, mais elles ont fait preuve de courage, de détermination, et elles ont pu intégrer nos équipes. Donc je travaille avec elles au quotidien. Je voudrais justement aujourd'hui plutôt leur reporter hommage et montrer à beaucoup plus de personnes que c'est possible, et quel que soit notre parcours initial, on a notre place aujourd'hui dans la cyber. Donc, en plus, ça fait beaucoup de métiers dans le numérique, donc on va y revenir. Marion, pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, tu es aussi présidente d'une association qui est les Femmes de la Défense, je crois. Donc, la Défense, qui est le réseau mixte, parce que nous aussi, on ne fait rien sans les hommes, qui œuvre donc pour plus de mixité au sein du ministère des Armées. Donc, être là, ça fait partie de mon boulot en tant que présidente avec les Femmes de la Défense, puisque nous, on réalise quelques actions, et notamment des actions de communication, et on peut dire que par certains côtés, on est une sorte de think tank qui peut permettre aussi, puisqu'on réfléchit à ces questions-là, et donc on a un éclairage, on peut apporter un éclairage aux décideurs qu'on demande parfois à rencontrer. Et d'ailleurs, on avait rencontré très vite Madame Parly, et là, on attend toujours la réponse de son successeur pour nous recevoir. Et donc, on apporte un éclairage sur une question qui est que dans les armées, on n'est pas forcément des métiers technique au sens de tech, mais peut-être qu'on reviendra sur ce qu'est la tech. D'ailleurs, on en avait discuté à la préparation. Mais nous aussi, on a ce problème-là, c'est qu'on a un pourcentage de femmes qui est largement inférieur à celui des hommes, et qui est aussi très différent en fonction des catégories de grades, avec une représentation chez les officiers supérieurs qui est extrêmement faible. Donc, on réfléchit à ces questions. Et on met en place en curatif des ateliers de coaching mentoring,
et en préventif, une communication qui n'est pas du woman washing, comme on peut parfois le voir dans certaines institutions. On colle des filles partout et puis c'est une incantation que ça va se passer comme ça. Certes, c'est important de montrer que c'est accessible, mais aussi en sortant, par exemple, des rôles modèles un peu extraordinaires. Vous avez tous en tête Caroline Aigle. Bon, le problème, c'est que les premières filles, elles se sont dit s'il faut que je sois polytechnicienne et championne du monde militaire de triathlon pour être pilote de chasse, ça va être compliqué. Donc nous, on essaie d'expliquer qu'en fait, monsieur et madame tout le monde peut faire des métiers qui sont parfois pas des métiers d'hommes, parce qu'on n'utilise pas ça, on va dire des métiers socialement connotés comme étant des métiers masculins. On va y revenir, s'il y a beaucoup d'enjeux liés à la cybersécurité sur cette dimension-là aussi d'accessibilité. On a besoin d'être non plus ingénieur pour bosser dans la cybersécu. Ouais, alors ça, on va en reparler. Et puis aussi, j'ai oublié de dire, en fait, maintenant, je suis commerciale chez Tetris. Donc voilà pourquoi le lien avec la cyber. Tu n'avais quelques étages à descendre aujourd'hui. Guy, évidemment, à l'initiative est extrêmement engagé sur le sujet, donc je laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. On a parlé de ton bouquin tout à l'heure, on a parlé aussi de Jamais sans elle. Donc là, aujourd'hui, c'est bon, on est dans les quotas. Hein. Oui, je voudrais dire avant de me présenter, c'est qu'à voir la salle, je suis en train de faire, vous savez, le vite-à-vie d'une femme dans un séminaire. Je vais d'ailleurs immortaliser ça. C'est vraiment la première fois qu'on voit aussi peu d'hommes et beaucoup de femmes. Et c'est vraiment c'est ce qu'il faut changer. Et vraiment bravo au CEF6. Et bravo au CEF6, bien sûr. Bravo Nassira pour un peu changer un peu ces normes. Oui, alors moi je suis le coprésident d'une ESN qui s'appelle Open, d'environ 4000 personnes. Et c'est vrai que j'ai toujours été engagé sur les sujets de la mixité, de la parité, puisque dans mes fonctions de président de Syntec Numérique, Numéum maintenant, j'avais créé, vous voyez, il y a presque 15 ans, je crois, une commission femmes du numérique. J'ai aussi fait des études quand j'étais vice-président du Conseil national du numérique. Je suis en effet à l'initiative et cofondateur du mouvement Jamais sans elle, qui a été très bien décrit. Et puis là, bon, ça fait toujours plaisir, en effet, de faire presque un jamais sans lui, quoi, finalement. Bref, toujours très engagé sur ces sujets. Et comme l'a très bien expliqué Chiara, c'est un sujet qui n'est pas féministe, c'est un sujet humaniste. Nous avons tous la conviction qu'en développant l'égalité, la parité, la mixité, on va défendre une meilleure société, y compris pour les hommes. Et ça, c'est un point qui, pour moi, est essentiel. Mais Mélanie Ley, c'est un enjeu de performance et d'efficacité. Exactement, c'est aussi oui, bien sûr. prouvé en termes d'efficacité dans les entreprises. Et je crois que le travail que fait le CEF6 et d'autres, d'ailleurs, est absolument essentiel pour construire une société qui sera plus humaine. Alors, moi, je voulais revenir comme dans quelque je sens, on est en 2022, on est effectivement le 20 octobre, je crois. Il y a encore des choses dans vos entreprises dans vos organisations qui sont là. On va parler des stéréotypes. Est-ce qu'on peut revenir sur ces clichés sur lesquels vous travaillez ou ces attitudes et ces postures que nous peut-être, nous avons aujourd'hui et qui sont plus acceptables aujourd'hui, mais qui existent encore, Mélanie? Alors, on est en live. J'ai une anecdote récente. Donc, un homme dans mes équipes discutait avec deux femmes et il me dit, c'est bizarre, j'ai expliqué quelque chose et en fait, apparemment, ça a été beaucoup mieux compris quand une femme a parlé à une femme. Je lui dis, mais bienvenue dans mon monde, ça s'appelle le rephrasing. Et en fait, dans le monde dans lequel j'évolue, moi, depuis 20 ans, qui est un monde d'hommes, et des codires, c'est des phénomènes assez courants. Alors, pas systématiques, mais ce sont des phénomènes courants. Donc voilà, ça fait partie des petites illustrations du quotidien. Alors, Fatia, sur le sujet effectivement de ce qu'on peut œuvrer et faire dans nos organisations, tu es dans une ESN aussi, donc les talents, il faut les chercher. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir sur des actions, des exemples d'actions concrètes, qu'on peut partager sur des choses, des bonnes pratiques à mettre en place, sur des rôles, les fameux rôles modèles que tu as été chercher ou que tu as accompagné aussi par rapport à ce qu'on peut faire? Absolument. Déjà, donc, si on se concentre sur les femmes qui sont déjà en entreprise, on voyait tout à l'heure que les statistiques des cadres femmes en entreprise sont
un petit peu moins catastrophique que celle des femmes dans la cyber. On est autour des 40% de femmes cadres. Et on est aujourd'hui dans une époque où les collaborateurs, et les femmes en particulier, souhaitent découvrir d'autres environnements, avoir une carrière dynamique. Donc clairement, un des enjeux sur lesquels on a souhaité travailler au sein de Soprasteria, mais sur lesquels on recommande vraiment d'axer, c'est de pouvoir rendre l'entreprise comme étant un environnement bienveillant qui accompagne effectivement la mobilité de nos autres métiers vers la cyber. On a quelques exemples dans mes équipes. On a une assistante de direction qui a en fait expérimenté la cybersécurité parce qu'elle traitait des données confidentielles. Et elle a rencontré le bon manager, un homme donc, qui a cru en elle et qui l'a accompagnée pour pouvoir finalement être formée, être accompagnée sur la partie cyber. Et aujourd'hui, elle joue un rôle central dans l'organisation autour des sujets de gestion de risque, de conformité. On a des exemples de personnes qui étaient chefs de projet dans la communication, donc vraiment très très loin des sujets IT. Pareil, là aussi, souvent aussi avec des bonnes rencontres, des personnes au sein de l'entreprise qui ont pu croire en ces personnes-là, leur donner la capacité, malgré des difficultés, à se convertir, à se former et aujourd'hui à jouer un rôle pleinement dans ce métier-là, effectivement, qui est la cybersécurité. Donc, un des axes sur lesquels on travaille, c'est vraiment de prioriser la mobilité en interne et la formation, l'accompagnement, parce que j'ai envie de dire, les femmes d'entreprise sont là, elles ont confiance en le collègue et un environnement déjà bienveillant existant. Ensuite, j'ai envie de dire, on est très peu de femmes dans la cyber aujourd'hui, mais on ne communique pas suffisamment et on n'a parfois pas assez conscience de notre rôle qui doit être vraiment central pour sensibiliser à plusieurs échelles, aussi bien au sein de l'entreprise, mais au sein de notre cercle, jusqu'au cercle personnel, sur qu'est-ce que c'est que le métier de la cyber, comment on peut s'épanouir, et peut-être avoir une démarche, un discours qui ne soit pas forcément technophile, mais qui explique le sens qu'il y a derrière la cyber et au sens métier pour pouvoir attirer et rendre ce métier plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, je vais revenir à cette idée d'immersion, parce qu'en fait, et là, je te redonne la parole, Mélanie, mais on avait parlé de l'histoire de vie ma vie en entreprise. Enfin, on est aussi dans une culture de management d'aujourd'hui où le droit à l'erreur ou la bienveillance n'est pas toujours le réflexe. Et tu disais aujourd'hui, il faut donner la chance aux équipes de découvrir des métiers, peut-être de faire des machines arrière. Enfin, est-ce que tu veux développer cette idée ? Oui, donc non seulement il faut probablement identifier les femmes dans nos cercles pour pouvoir aller les chercher, leur proposer des postes à responsabilité ou dans des domaines où elles n'iraient pas forcément. Il faut aller les chercher parce qu'elles ne viendront pas tout seules, c'est ce que tu disais aussi. Voilà, il y a une petite vidéo de Christine Lagarde il y a quelques années qui était assez éloquente sur le sujet, quand les patrons des grandes entreprises lui disaient « mais moi j'aimerais beaucoup avoir plus de femmes dans mon conseil d'administration, mais il n'y en a pas ». Et elle sortait des noms dans leurs entreprises de femmes qui avaient tout à fait les compétences donc, pour... ayez votre liste de noms dans la poche pour quand on dit je cherche un job. Il faut aller les chercher et souvent si elles n'ont pas déjà les compétences, si elles n'ont pas déjà occupé ce genre de poste, elles ne vont pas se sentir au niveau. Donc l'idée de leur laisser la possibilité pendant 3 mois, 6 mois et juste se rendre compte qu'en fait elles sont complètement capables, je pense que ça pourrait aussi aider le mouvement. Marion, je voulais revenir sur des situations, alors des sujets, des stéréotypes et des postures, je dirais que certains dirigeants peuvent avoir de manière volontaire ou involontaire, sur lesquels il y a un enjeu de travailler. Je sais pas si, sur les enjeux de stéréotypes liés à des tu me parlais d'une situation où un gradé disait oui, mais des femmes, j'en ai pas et j'en trouve pas et il n'a pas été les chercher non plus. Oui, on a cette question des viviers qui revient. Alors, on m'a dit dans l'oreillette qu'on parlerait de tout ce qu'on pouvait faire en termes d'éducation à la fin. Au milieu, juste après. Mais donc peut-être on y reviendra. Mais moi, je supporte plus trop cette vision assez attentiste de l'affaire et de dire de toute façon, j'ai pas les viviers. Oui, enfin, à un moment, on peut tous se sentir concernés d'aller créer des viviers. C'est vrai que quand on se pose la question de savoir ce qu'on va faire à nos filles quand elles ont 7-8 ans, on pense plus rapidement au poney qu'à aller les faire coder. Donc, il y a des choses qu'on peut aussi changer dans notre façon de faire au quotidien pour essayer d'ouvrir un petit peu certains champs qui ne sont pas forcément connotés au départ, parce que pour coder, il ne faut pas forcément avoir une force physique surhumaine. D'ailleurs, quand on se pose la question, il y a pas mal de métiers sur lesquels connotés masculinement, sur lesquels il n'y a pas forcément besoin d'une force physique surhumaine. Mais
Après, il y a la question des normes aussi. Christine Lagarde, évidemment, jamais je remettrai en cause son féminisme. Et moi, j'utilise féminisme parce que féministe, dans le dictionnaire, pour l'égalité homme-femme. Alors, c'est mal fichu, mais c'est pas ma faute. Donc, je l'utilise. Et j'ai pas réussi en préparant la conférence à retrouver cette vidéo, mais vous l'avez peut-être vue sur LinkedIn où elle parle à une jeune femme qui doit être ou étudiante ou dans la vie active, et elle lui dit « un homme n'aurait pas dit ça ». Oui, mais à la fois, on s'en fout de ce qu'aurait dit un homme. C'est-à-dire qu'il y a des normes actuellement en entreprise, et moi, je l'ai beaucoup vu dans mon ancien métier, moi, architectrice, parce qu'on a quand même 75% de femmes au COMEX et plus de 30% de femmes dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on fait rien pour ça. Et une patronne femme. Et d'ailleurs, on fait rien pour ça. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que, à mon sens, il y a des effets de seuil. Donc, les effets de seuil, ça pose la question des quotas. Je ne vais pas vous donner ce que j'en pense, mais quand j'entends certaines femmes me dire qu'elles sont contre les quotas, alors qu'elles en bénéficient à plein tube parce que finalement elles sont les seules dans leur activité, je me dis que le problème il est souvent plus complexe, qu'il faut réfléchir à toutes ces questions de manière globale. Et sur la question des normes, moins quand on a des chefs femmes, mais quand on a des chefs hommes, ce qui a été à peu près mon cas toute ma vie, il y avait des normes dans lesquelles moi je ne me retrouvais pas, mais par rapport auxquelles j'étais jugée. Et ça me dérangeait parce que je trouvais que ce n'était pas forcément lié au métier que j'exerçais. Donc je pense qu'on peut avoir une réflexion assez profonde là-dessus. Guy, justement, sur ce point-là, on parlait des problèmes d'équité, de parité, oui, mais aussi de décalage, d'écart de salaire aujourd'hui. Enfin, tu as une posture très, très claire, c'est la tolérance zéro sur ces sujets-là. Absolument, mais d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que moi aussi, je suis féministe, hein, j'ai aucun souci avec le mot. Vraiment, j'insiste là-dessus. Simplement, on va dire que souvent, le terme est dévoyé. Pour parler d'autre chose que de l'égalité hommes et femmes. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté humaniste aussi. Mais je ne suis vraiment pas gêné du tout par le mot féministe. J'en suis même très fier, même. Je n'ai pas de problème là-dessus. Et en particulier, puisqu'on parle d'égalité, je pense qu'un des sujets essentiels, avant de parler de quoi que ce soit, c'est l'égalité salariale. Vraiment, pour moi, je crois que c'est un des sujets qui fera d'abord qu'on développera l'attractivité. C'est un des sujets qui fera que, eh bien, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, c'était très intéressant, eh bien, les femmes se disent « Ah, mais attends, je préfère aller dans une boîte où on est payé aussi bien que les hommes. » Et donc, par conséquent, d'abord, j'ai soutenu cet index d'égalité salariale homme-femme que, d'ailleurs, je publie chaque année, que peu d'entreprises font, il faut quand même le dire. Donc, Open a un index de 94 pour la 3e année consécutive. C'est certainement une des meilleures notes de la profession. Donc, de ce point de vue-là, je le mets beaucoup en avant parce que, justement, le féminisme, c'est l'égalité. Et parce que tu veux recruter des femmes. Oui. Non. Alors là aussi, je vais rejoindre ce qu'a dit madame sur ce greenwashing, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Womanwashing. Ouais. Non, c'est parce qu'on a ces valeurs-là. Nous avons des valeurs que nous défendons et nous espérons, que ça va savoir, que ça développera l'attractivité des femmes et des hommes. Parce que moi, je connais plein de jeunes hommes qui se disent, moi, je préfère rentrer dans une boîte qui a des valeurs. Ce n'est pas réservé uniquement aux femmes. La deuxième chose que je voudrais dire, pour encore rebondir sur ce que vous avez dit, après une longue réflexion, après de longues discussions avec mon épouse qui est contre les quotas, moi, je suis devenu pour les quotas. Alors, pourquoi je raconte ça sous forme d'anecdote ? C'est que, évidemment, on peut toujours trouver des raisons pour être contre les quotas, du genre ça dévalorise les femmes, on n'a pas besoin de ça. Enfin, c'est tout ce que dit ma femme, donc je le répète. Eh bien, j'ai beau trouver ces arguments tout à fait légitimes, on ne va pas attendre 2 siècles pour avoir des égalités. Et la preuve en est, c'est la fameuse loi Copé-Zimmermann qui, en quelques années, a permis d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et alors, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, c'est intéressant parce que moi-même, franchement, chez Open, nous n'avions pas 40% de femmes. On a pris une chasseuse de tête, on est allé chercher des CV auxquels on n'aurait jamais pensé et on s'est retrouvé avec des femmes d'une compétence extraordinaire qui nous ont beaucoup apporté. Et franchement, une Michèle Benzeno, directrice de Webedia,
C'est vraiment. Ouais, on est quand même bien dans une démarche où il faut être volontaire, il faut aller chercher ses talents. Voilà, c'est pour ça que je dis que je rebondissais. C'est que si on avait fait le truc naturel, je suis sûr que ça n'aurait pas bougé, même avec nos valeurs. Et après, on nous a un peu forcé avec les quotas. Et ben voilà, ça va beaucoup plus vite. Mélanie, il y avait encore sur le sujet de l'équité, le fameux sujet du passage au 4/5e, des 80% avec le maintien des 100% d'objectifs. Oui, alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des femmes qui ont déjà été à 80% ou qui ont travaillé avec des femmes qui étaient à 80%. Je n'ai jamais vu autour de moi qui avait des objectifs qui étaient revus à la baisse. Donc je pense vraiment qu'on arrive... Toi, tu étais passé au 4/5e avec cette logique qu'on t'a maintenu 100% de tes objectifs. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, mais je veux dire, c'est en baissant ton salaire de 20%. Que mon cas. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je pense être très, très général. La réaction de ta DRH était intéressante quand même. Ah, oui, bien sûr, j'en ai parlé à mon DRH qui dit mais on ne peut pas faire ça, on ne l'a jamais fait. C'était juste même pas concevable, même d'en parler, ça semblait très choquant. Et donc je pense que ça aussi c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir. Finalement, on développe aussi des compétences pour être extrêmement efficace. C'est du temps où on ne développe pas son réseau. C'est du temps où on ne se forme pas peut-être, parce qu'on dédie ces 80% à être productif et à remplir ses objectifs. Donc comment compenser ça et envoyer un message fort aussi aux femmes qui cherchent, mais comme probablement les hommes, un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et c'est encore plus vrai avec la jeune génération. Moi j'ai des jeunes qui me disent mais même si je leur propose des primes, non, je ne travaillerai pas plus tard, ma famille d'abord. Donc il y a aussi une réflexion autour de ça, je pense à avoir. Si, sur le sujet de la performance, comme tu le soulignes, souvent tes objectifs étaient maintenus et atteints alors que tu étais à 80%. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est bien le sujet dont on parle, c'est pas le... Fatia, est-ce que tu as d'autres sujets sur le quotidien d'une organisation comme la tienne? Alors effectivement, tu as, par rapport à ton parcours, tu as été dans l'infra, dans les métiers, au niveau de la cyber aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres exemples à partager pour inspirer les gens présents sur ce qu'on peut faire dans l'entreprise aujourd'hui? Oui, absolument. Donc effectivement, de par mon parcours, j'ai pu travailler sur... on va dire 3 aspects un peu différents. D'abord, sur l'IT au sens général. On se rend compte, avec toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui pour aborder les femmes et pour recruter de manière générale, il y avait clairement 3 langages différents au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, le fait d'avoir effectivement cette mixité, et un des exemples qui était cité tout à l'heure, c'était l'IA et la reconnaissance faciale, avec une conception qui doit être diversifiée pour pouvoir penser tous les cas. C'est un peu l'idée aussi derrière nos équipes. On essaye à la fois de diversifier avec la parité du genre, mais également avec la parité des parcours, mais pas forcément parcours professionnel, même au niveau des recrutements, des écoles. On essaye d'ouvrir de manière plus large au niveau d'accueil des stages, des alternances, pour pouvoir effectivement avoir des parcours différents de personnes qui viennent à la fois du métier, de l'IT au sens large, mais aussi de la cyber, et pouvoir créer vraiment un écosystème. Je reprends aussi un mot qui a été cité ce matin, qui était l'harmonie. Donc de pouvoir vraiment faire travailler les femmes et les hommes en harmonie, mais aussi de pouvoir faire communiquer les métiers de l'entreprise en harmonie pour mettre finalement notre objectif commun, c'est quand même de mettre la cybersécurité vraiment au cœur de l'entreprise. Et concrètement, ça passe aussi par des actions concrètes, être vraiment à plusieurs niveaux, au niveau du recrutement, de la formation aussi. On va discuter tout à l'heure de l'aspect académique, éducation. On verra que la formation doit être vraiment entamée dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment la conjugaison de toutes ces actions au quotidien qu'on essaye de faire avec des événements à l'interne de l'entreprise, mais également ouverts à des associations, à des partenaires pour pouvoir porter le message le plus largement possible. Alors, on a parlé plein de chiffres, mais je revenais sur une étude, l'enquête ISC, qui disait que 63% des femmes travaillant dans le domaine de la cybersécurité prévoyaient d'exercer cette profession dès l'université, contre 54% des hommes. Donc, et je voulais rebondir sur ce sujet de l'éducation, faire la transition. Notre président du CIGREF, Jean-Claude Laroche, a tiré la sonnette d'alarme en disant, on parlait de catastrophe liée à la refonte du programme du bac, donc avec effectivement un désastre de problématiques d'orientation vers les filières scientifiques, qui s'accentue encore quand on rajoute des mathématiques derrière. Je crois que c'est les chiffres, je les ai là, mais on baisse, quand on rajoute 6 heures de plus de formation maths, on baisse pour l'effectif des garçons diminue de 37% et de 61% pour les femmes. Donc, comment vont arriver à l'université ces profils? Guy, tu veux réagir sur cet enjeu de... C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que d'abord, j'ai commencé quand même comme prof de maths, ma carrière, pendant 5 ans. Et donc, je suis très attaché à l'éducation.
je suis très attaché aux maths. Mon épouse est inspectrice d'éducation nationale. Bref, j'ai tout pour me préoccuper de ce sujet dans mon quotidien. Et vraiment, ce qu'a dit le président de SIGREF est parfaitement exact. Et moi-même, ça me touche énormément, d'autant plus que je ne comprends pas, parce que c'est Blanquer qui a fait ça, Blanquer que j'estime énormément, qui est un des cofondateurs de Jamais sans elle, il faut quand même le rappeler, très actif sur ces sujets-là. Et je crois qu'il n'a pas mesuré quelles allaient être les conséquences de sa réforme, et que l'on soit... Et je crois qu'il faut arrêter ça, vraiment. Et en 2 ans, on a tué 10 ans d'efforts. Enfin, oui, c'est fou. Donc il faut vraiment arrêter ça très rapidement, faire une marche arrière, et d'autant plus que, je peux le dire en tant que prof de maths, j'ai jamais vu d'infériorité des filles dans les maths. Alors là, ça, c'est un truc qu'on peut déjà balayer. Les filles arrivent dans les bacs scientifiques avec d'excellentes notes, sans aucun souci, au moins autant que les hommes. Je crois même plus, il me semble. Mais bon, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, moi, je dis souvent, le numérique n'a pas de genre, l'informatique n'a pas de genre, les maths non plus. Et donc, par conséquent, c'est un énorme gâchis de voir cette matière dévalorisée, alors que c'est la matière qui est la base, finalement, de toutes les études scientifiques et d'informatique par la suite. Donc, il faut absolument rectifier le tir. Juste pour compléter, rappeler que c'est quand même Blanquer qui a créé le CAPES d'informatique, la grecque d'informatique, qui a mis les cours de coding à l'école primaire. Donc, c'est vraiment presque incompréhensible. Je pense juste qu'il n'a pas mesuré les conséquences de sa réforme et qu'elle a été très décevante. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai 4 invités, mais vous avez le droit de réagir à tout moment. Jacques Couret pour donner le micro. Marion, je voudrais qu'on vienne sur ce sujet de l'éducation, des rôles modèles, où on peut agir sur ces sujets-là. Vous voulez témoigner? Avec l'association, nous, on essaie d'avoir des rôles modèles normaux et de communiquer pas mal autour de ça. Ensuite, en interne aussi, moi, bon, ça, c'est pas trop le rôle de l'association, mais j'entendais parfois les chefs me dire non, mais nous, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est toucher les jeunes au lycée parce qu'au lycée, c'est plus proche de ce qu'on va recruter. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces approches un peu court-termistes. Nos enfants, ils sont hyper réceptifs. S'il y en a qui ont des ados dans la salle, vous allez peut-être abonder, mais ils sont hyper réceptifs quand ils ont 7, 8, 9, 10 ans. Et là, on peut les toucher. Et là, ils commencent déjà à être... tout à l'heure, j'ai entendu les stéréotypes sont innés. Non, les stéréotypes, ils ne sont pas du tout innés. Et ils commencent déjà à être pervertis. Avec, je me souviens, ma fille, une fois, qui rentre de l'école et elle me dit maman, Jean Chrysostome, il m'a dit que les filles, elles n'avaient pas le droit d'avoir la Légion d'honneur. Je lui dis en fait, si. Donc, et je pense qu'il faut qu'on s'investisse là-dedans et c'est souvent pas forcément vu comme quelque chose de très noble. Mais à l'échelle de chaque organisation, on peut aussi à un moment avoir cette approche vers les plus jeunes. Aussi. Sur la découverte des métiers, Fatia, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont tracé la voie. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'on peut faire sur ce sujet de l'éducation Oui, absolument. Je rebondis sur ce qui a été dit de l'importance d'agir dès le premier cycle de l'enfance. Je pense que voilà, le but, c'est aussi de susciter des vocations, pouvoir montrer la femme en tant que cyber-héroïne, aujourd'hui créer des histoires adaptées à chaque âge. Bon, il y a des projets qui sont menés entre l'éducation nationale et l'ANSSI, notamment pour pouvoir mener à bien cette mission, mais ça avance vraiment très peu depuis quelques années et on trouve que l'effort n'est pas à la hauteur des enjeux. La cybersécurité n'est pas un enjeu d'entreprise, c'est un enjeu de société aujourd'hui, donc il est impératif qu'on sensibilise d'abord, pas uniquement pour un enjeu de recrutement finalement, mais vraiment pour pouvoir avoir cette culture, cette sensibilisation et lutter contre le cyberharcèlement et tous les enjeux de compréhension. Finalement, c'est toutes ces étapes-là qui vont susciter finalement l'attractivité auprès des plus jeunes et aussi des femmes. Mais voilà, je citerai notamment le rôle des entreprises aujourd'hui qui est peut-être pas assez important dans ces établissements, notamment au collège, voire au primaire, aux plus jeunes. Effectivement, on a souvent des enjeux de recrutement, donc
qu'on va être très présent au cursus académique final, voire au lycée, mais on doit l'être plus en plus. En tant qu'acteur cyber, je pense que voilà, toutes les entreprises ont un rôle clé à jouer pour, ne serait-ce que dans des exemples de portes ouvertes d'entreprises, pour qu'on puisse, en tant que collaborateur, accueillir nos enfants, partager de manière très ludique, sous forme de jeu, voilà, les métiers, et pouvoir sensibiliser, notamment autour de la cyber comme un métier technique parmi d'autres. Nos enfants attendent effectivement de leur montrer cet exemple sous un format adapté à chacun des âges pour que très rapidement ce soit fait de manière très naturelle. Alors, je pense qu'en tant que citoyen, on est tous sensibles à ça. Après, la capacité d'une entreprise d'aller investir pour aller effectivement évangéliser dans les écoles primaires, c'est vrai que ce n'est pas toujours peut-être à portée de main pour un certain nombre d'organisations. Marion, si on peut revenir justement sur le métier. Alors, effectivement, sur la parole technique, mais sur la notion de sens et d'engagement des femmes, aujourd'hui, la cyber touche la société au sens, dès le plus jeune âge, la vulnérabilité, nos entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le sujet de l'engagement et du sens, c'est aussi un axe de travail pour valoriser ces métiers, en fait? Moi, j'ai quand même un parcours un peu biaisé parce qu'on ne s'engage pas dans les armées pour rien. Et derrière la cyber, ça résonnait avec ce que j'avais fait avant et avec le fait de pouvoir être utile. Et je pense que ça, c'est une façon d'être. Enfin, la cyber, c'est une façon d'être utile dans son écosystème, qui sort un peu pour les femmes peut-être de ce dont on a l'habitude, vers quoi on a l'habitude de nous orienter. Ma mère rêvait que je sois institutrice, elle est triste, mais donc clairement, je pense que ça, c'est quelque chose qui parle, mais ça ne parle pas seulement aux femmes. C'est ce que disait Guy tout à l'heure, c'est que l'engagement, actuellement, on commence à se dire que parfois, on n'a peut-être pas réfléchi plus loin que le bout de notre nez sur ce qu'on engageait sur l'avenir de notre planète et de nos enfants, et que maintenant, on commence à se poser ces questions-là. Donc, clairement, ça peut être un axe aussi. Mais, et sur l'engagement plus personnel, en fait... moi, il y a un truc qui m'énerve quand on fait ces tables rondes, c'est qu'on parle du fait que c'est plus dur pour les filles. Et c'est vrai que c'est plus dur pour les filles. Mais un jour, j'ai un de mes collègues qui m'a dit « Tu sais, ce qui est juste avec la vie, c'est qu'elle est injuste pour tout le monde. » Et donc, il y a un moment, oui, c'est plus dur peut-être d'aller bosser dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais déjà, on voit que même dans les milieux où il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a toujours des niches où on en trouve. Et moi, je sais que ça a été un critère qui a été important pour moi quand je suis allée chez Tetris, c'est de me dire « Ah ben, je vais aller dans un endroit où il y en a plus. » Mais surtout, à un moment aussi, il faut faire, quoi. C'est ce que élever nos enfants, c'est une question pour nous tous. Et ce qu'on regrette parfois tous dans la société actuelle, et qui peut parfois être lié à des questions de temps qu'on passe avec eux, et de temps et de choses qu'on leur apporte. Ce n'est pas qu'une question de femmes. Mais après, à un moment, moi aussi, je leur dis il faut y aller et être fier de ce qu'on fait aussi, et en parler à ses sœurs, à ses cousines, voilà. Et moi, j'ai jamais dit non à une jeune fille qui m'appelait ou qui prenait contact sur les réseaux sociaux pour échanger une demi-heure ou 45 minutes sur mon parcours. Mélanie, sur cette démarche de travailler en amont, d'éducation. Oui, je crois qu'il faut effectivement attaquer très tôt. Les petites phrases, stéréotypes, elles sont très très courantes, effectivement. Il ne faut pas les laisser passer non plus. C'est quelque chose que tu aussi soulignes. Pardon ? Travailler ces petites phrases, les stéréotypes de genre, tout ce que la masculinité dès l'école élémentaire, les enfants en entendent, ils ne sont pas vraiment armés pour y faire face. Donc, c'est pas forcément simple de les aider là-dessus. En revanche, on peut parler de nos métiers et les concrétiser. Ils savent ce que c'est qu'être infirmière, boulanger. Moi, mes enfants me disent tu es toute la journée devant ton écran. Alors, d'autant plus pendant le confinement. Donc, il faut vraiment que j'explique ce que je fais, à quel point ça peut être passionnant, on peut changer le monde, ou avoir une vraie influence au quotidien. Donc, c'est aussi à nous d'en parler, d'expliquer ce qu'on fait très concrètement. Créer la société de demain, d'aujourd'hui d'ailleurs. Auprès des plus jeunes. D'autres exemples, Orange est une compagnie quand même très engagée sur beaucoup de sujets. Est-ce que le sujet il est pris à bras le corps, d'aller justement très très en amont faire cette éducation? Oui, la Fondation intervient auprès des collégiens, lycéennes, lycéens. Après, dans la société, il y a des programmes de mentoring.
Moi, j'ai été très aidée par des réseaux de femmes en interne, donc Orange aussi. C'est un point sur lequel il faut moteur. intéressant de revenir sur les réseaux, la mixité de ces réseaux, qui est important, oui. Si tu peux développer d'ailleurs sur concrètement ces réseaux fonctionnent comment aujourd'hui. Alors moi, je pense au réseau Interel, et alors finalement, c'est entre femmes, moi, que j'en ai entendu parler et que j'ai pu après bénéficier de ces réseaux-là. Les réseaux RH aussi, qui se trouvent être assez féminins, mais je pense qu'ils ont une vraie sensibilisation, une sensibilité autour d'accompagner les femmes. Du mentoring aussi, qui s'intéresse beaucoup à accompagner les femmes pour reprendre plus de responsabilités dans l'entreprise. Donc il y a un réseau RH qui est très mobilisé sur ces sujets-là et c'est très aidant. Alors, tu parlais d'expliquer nos métiers, hein. Je voudrais faire le lien avec cette logique de vulgariser. Ce sont les métiers de la cyber aujourd'hui. C'est pas que effectivement la hackeuse avec la capuche ou le cybercriminel non plus. Donc, est-ce qu'on peut parler de cette logique de vulgarisation de ce métier de la cyber, Fathia, peut-être? Oui, alors je disais toujours, on n'est pas très bon en communication en tant qu'ingénieur. Souvent, on a une approche un peu plus technique, technophile quand on parle de nos métiers. Et même autour de nos réseaux personnels, c'est parfois difficile d'expliquer ce qu'on fait au quotidien. Donc, il faut peut-être se faire accompagner un peu plus avec la communication des personnes dont c'est le métier, de pouvoir démystifier, vulgariser nos métiers et de sortir un peu du cadre classique, d'utiliser des supports ludiques, des bandes dessinées, c'est des actions sur lesquelles on a travaillé pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Donc clairement, aujourd'hui, il faudrait avoir une approche qui ne soit pas forcément orientée technique pour pouvoir expliquer nos métiers au plus large membre. Au sein de Soprasteria, notamment, on a Women in Cyber, qui est un événement ouvert à plusieurs entités du groupe et qui permettent d'inclure des femmes qui viennent d'autres horizons et pouvoir échanger sur nos missions, pouvoir apporter du sens. Clairement, même quand on va sur un réseau social ou sur des événements de la cyber, on voit que c'est quand même un milieu qui est relativement fermé, où on a une approche plutôt technique, et donc pouvoir finalement plutôt avoir expliqué le métier, expliquer qu'est-ce qui est réellement fait. On a parlé tout à l'heure de la variété des métiers de la cyber, notamment la défense, pour les enfants, pour pouvoir aussi vulgariser ces métiers-là. Moi, j'ai mon fils qui me disait maman, qu'est-ce qu'il a 4 ans, et il me demande qu'est-ce que tu fais comme métier. C'était difficile de lui expliquer. Et alors, tu lui as dit quoi? Alors, il me dit, moi, j'adore les métiers de sauveur, comme policier et pompier. Je lui dis, maman, elle sauve ceux qui sont attaqués par les ordinateurs. J'ai essayé de lui expliquer un peu comme ça. Donc, très ludiquement, il faudrait arriver à passer le message à tous les niveaux possibles. Marion, sur ces rôles modèles, sur cette éducation, je ne sais pas si tu veux réagir. Moi, je trouve que malheureusement, il y a des choses dans les programmes, mais que ça va encore pas assez loin, quoi. Moi, la mienne, elle est en 5e. Quand je vois la tronche de ses mots de passe, franchement, je fais une crise cardiaque. Donc, ils ont tous un téléphone. Ils ont plus ou moins, elle n'a pas trop accès, mais quand même, ils ont un WhatsApp de classe. Et en fait, ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. On rentre dans la voiture, elle plug son téléphone à la voiture, elle me dit, parce qu'elle n'a pas de data, elle me dit, maman, mais j'ai pas Internet. Je dis, ben oui, c'est normal. Elle me dit, mais je suis en Wi-Fi sur la voiture. Ben oui, mais donc tout ça, c'est quand même des basiques. Enfin, je veux dire, actuellement, maintenant, c'est devenu des basiques. On utilise tous un téléphone, on devrait savoir comment ça fonctionne. Et donc, je trouve que c'est pas encore adressé à ces jeunes. Et sur les petites phrases, mais alors, le problème des petites phrases, c'est que franchement, faut devenir un ayatollah pour les remarquer. Enfin, moi, j'ai plein de copines qui me disent, oh, ben non, mais tu vois, des fois, tu fais des histoires. Je dis, attends, mais écoute. Et en fait, ces petites phrases, on en voit plein. Alors, il y en a qui sont dues à une approche probabiliste. Je veux dire, évidemment, il y a des métiers, il n'y a pas de femmes. Donc moi, quand j'allais passer ma visite médicale, le médecin, il prenait son papier, il disait « Monsieur Bûcher !» Ah, pardon, madame. Je dis « C'est pas grave, vous êtes le 4e depuis ce matin. » Mais parce qu'il avait vu que des hommes. Mais il y a d'autres choses qui sont ancrées. Et moi, je suis sur les réseaux féministes. Donc, on a un groupe WhatsApp. Et on a une avocate qui a choqué. Et quand je suis allée voir la maîtresse, toutes les mamans d'élèves qui étaient là, elles m'ont regardée comme si j'étais une folle dingue. Et la maîtresse, elle ne voyait pas le problème. Alors, oui, si c'est ça, et c'est au milieu d'autres images à caractère plus égalitaire, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est que c'est une succession de choses comme ça qui vont instiller dans l'idée que la femme, elle est derrière un Amazon pendant que devant...
que devant on a monsieur. Et d'en faire et être fier, il y a aussi cette idée que quand on a son indépendance financière, quand on a réussi à passer ces barrières-là, on a aussi une voix au chapitre qui porte plus et on est aussi capable, on a aussi les bagages, nous, de repérer ça et de le contrecarrer. L'une d'entre eux me le disait, mais je vais donner la parole à Guy, que le sexisme bienveillant était aussi insupportable dans vos organisations. Guy, je ne sais pas si tu veux réagir ou compléter les propos de... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve en effet que ces petites phrases, il ne faut pas les laisser passer. D'ailleurs, je me rappelle que Jamais sans aide avait signé une sorte de charte à l'éducation nationale pour aussi s'occuper des problèmes dans les livres, etc. Vous savez, papa est au travail, maman est à la cuisine. Enfin, le grand classique qu'on retrouvait encore jusqu'à présent dans des livres et tout ça. Je pense aussi qu'il faut absolument le changer. Ce que je rajouterais aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais quand on voit le programme de l'option, je crois qu'il s'appelle NSI, ce programme est fantastique, parce que, vous savez, dans mon bouquin, j'avais fait un chapitre qui s'appelle lire, apprendre à lire, à écrire, et 3 petits points, coder. Et alors, ça m'a valu des tas de critiques en me disant, mais attends, tu veux rendre tous les gamins des informaticiens, on ne va pas leur faire du développement à l'âge de 6 ans. Or, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est exactement cela, c'est-à-dire que quand on voit l'option NSI, on voit qu'il s'agit... Bon, il y a un peu de Python là-dedans, ok, mais il y a surtout une culture numérique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus une question de femme ou d'homme d'ailleurs, c'est le problème de tous les citoyens. Il faut que nous donnions une culture numérique à tous les citoyens, parce que dans le monde dans lequel nous vivons déjà, et nous allons vivre de plus en plus, si vous n'avez pas de base de cyber, par exemple, de base sur ce que c'est qu'une data, de base sur ce que c'est qu'un algorithme, eh bien, vous ne pourrez pas être un citoyen à part entière. Vous allez être un citoyen de deuxième catégorie. Donc, pour moi, il est impératif, depuis le plus jeune âge, eh bien, de donner cette culture de base. Concernant les rôles modèles, je voulais juste citer en exemple, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, les rôles modèles inaccessibles, ça ne sert à rien, ça c'est vraiment c'est contre-productif. La Lisbeth Salander, là, bon, tout ça, c'est pas du tout représentatif. Alors nous, chez Open, aujourd'hui, c'est simple. On ne fait plus une annonce sans qu'il y ait un homme et une femme. C'est rentré dans les mœurs. On ne fait plus une vidéo de promotion, de témoignage où il n'y a pas un homme, une femme. Et ce sont des gens normaux qui ont fait des études normales et qui montrent leur bonheur d'être dans leur profession, qu'une femme est très bien accueillie dans ses équipes et qu'il n'y a pas de soucis. Et par conséquent, je pense que là, ça peut vraiment jouer un rôle modèle parce que, on va s'identifier facilement. Non, c'est pas négatif non plus d'avoir quelques stars, j'ai rien contre, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Mélanie, tu veux apporter d'autres retours d'expérience? Le micro circule, mais... Non, on est toujours sur cette logique de travailler sur la culture de la cyber, de l'image, d'ouvrir nos métiers. Je voudrais rebondir sur les préjugés. Je trouve que notre génération a encore beaucoup de choses à déconstruire sur les stéréotypes, pas les préjugés, les stéréotypes. Et tous les enseignants qui aujourd'hui forment les plus jeunes, c'est plutôt les gens de notre génération, mais ils ont aussi à déconstruire un certain nombre de stéréotypes. Moi, j'ai trouvé très intéressant, après le mouvement de MeToo, de m'intéresser à ce qu'était la masculinité. J'ai beaucoup appris en m'intéressant aux hommes et en étant certainement beaucoup plus compréhensive aussi. Et donc, il y a un dialogue qui peut s'instaurer autour de ça pour déconstruire, pour imaginer autre chose ensemble aussi. Alors, c'est quoi les quelques conseils que tu as à nous donner autour de la... sur ce qu'on ne doit pas faire, surtout. C'est quelques exemples qui t'ont interpellé, choqué, et tu m'as dit les traiter avec beaucoup d'humour à chaque fois. Donc, Oui, alors l'humour, évidemment, c'est absolument indispensable. Donc, ne pas laisser passer les petites phrases. Des petites phrases une fois, dans un codir, un collègue qui a dû dire « Mélanie, tu feras ça ». Et donc, j'ai absolument pas laissé passer. J'ai mis en rigolant, mais voilà, j'aime bien quand tu me donnes des ordres. J'ai essayé de détourner un peu le sujet. Ça l'a mis extrêmement mal à l'aise, mais il l'a plus jamais refait. D'autres exemples de moyens de rebondir et de Marion? Je me souviens
Un jour où j'étais, en fait, on prenait une sorte de car et on était responsable de tout l'aérodrome. Et donc c'était moi qui étais de car. Et là, bon, il commençait à faire mauvais. Les gens, les gars rentraient en avion, ils n'avaient pas de pétrole. Bref, donc je dis, bah, les contrôleurs m'appellent, ils me disent, ah, ça se passe pas bien. Je dis, bah, vous en mettez 2 à Orléans et puis les 2 autres, vous les faites atterrir. Et là, je reçois un coup de fil de mon chef, très sympa, hein. Il me dit, mais ça va, tu gères, tu vas, on sent que ça les met trop mal à l'aise. Est-ce que vous avez des questions à nos invités? Merci pour cette table ronde. Je ne peux pas m'empêcher de donner un petit peu de mon témoignage aussi. Voilà, je suis Isabelle Philippe, je suis finaliste Femmes Cyber, Militaire et Sécurité. J'ai commencé à la DGA en 87, j'étais ingénieure en informatique. Et après, j'ai gravi les échelons, j'ai passé le concours des ingénieurs et études et techniques de l'armement, où il y avait un quota. Alors, pour dire dans l'histoire, enfin, ça remonte en 87, il y avait un quota où on ne pouvait pas dépasser les 20% de femmes pour passer le concours. Donc moi, j'étais complètement, c'était pas du tout la parité ni l'égalité. Et je suis arrivée à poursuivre mon parcours professionnel dans le numérique et dans le domaine de la cyber. Et là, j'essayais d'accrocher en fait le plus les opérationnels dans le domaine de la cyber, c'est de leur dire, ben voilà, il y a les failles de sécurité, il faut faire gestion des risques et BIOS. Et là, vous avez, dans cette configuration-là, dans ce scénario-là, vous avez une faille de sécurité. Ben, un opérationnel, qu'il soit homme ou femme, ben, il vous écoute. Il est forcément intéressé. Voilà, donc moi, c'était, voilà, je voulais parler un peu de mon parcours personnel. Et les hommes, en fait, m'ont autant aidé que les femmes, quoi. Voilà. D'autres réactions, questions? Alors, je vous donne le micro tout de suite après. Merci pour votre table ronde assez pertinente et qui fait écho avec des choses qu'on a mis en place au sein de l'association que je représente, qui est le CRIP. Donc, mon nom est Sylvie Roche, j'en suis la directrice générale. Et on a un groupe de femmes et tous les ans, on se dit il n'y a pas assez de femmes dans l'association, ça doit représenter sur les 13 000 membres seulement 15%. Et le CRIP, c'est le monde de l'infra. Donc il y a des sujets, c'est sécu, mais c'est au-delà de la sécu, c'est l'infra au sens large. Et cette année, on a pris une initiative avec Femmes du numérique et une association qui s'appelle My Future et moi dans 10 ans. Et on propose un kit de 3e à tous nos membres qu'ils doivent diffuser et pour essayer de prendre une dizaine de jeunes filles pendant une semaine et leur présenter des métiers du numérique et des profils inspirants tout comme vous. Donc, par exemple, le DSI de Canal+ me dit je vais me lancer dans cette initiative, inviter 10 jeunes filles et je vais leur montrer que chez Canal+, on n'est pas seulement maquilleuse et habilleuse, mais on peut aussi faire plein de super métiers dans le numérique. Voilà, donc c'était une initiative que je voulais partager avec vous. Bravo. Oui. Olivier Gualtirotti, je m'occupe de management de la relation client. Alors j'ai une question qui va peut-être au-delà du numérique et du cyber. Et c'est aujourd'hui, est-ce que vous constatez qu'avec une plus forte parité, on arrive beaucoup mieux à décloisonner les silos dans les entreprises? J'ai 80 personnes dans mes équipes, j'ai une seule femme. Bon, alors je peux parler de mon cas. Moi, je ne travaille qu'en transverse et je ne sais travailler que comme ça. Donc, je passe mon temps à ne pas me préoccuper des silos. Je serais ravie d'avoir plus de femmes pour qu'elles le fassent aussi. Je n'ai pas de doute que les hommes dans mes équipes peuvent le faire aussi. Fatia, tu veux répondre? Oui, alors au sein de Soprasteria, on a mis en place une organisation par Value Center avec des produits, comme on l'a vu tout à l'heure. Certains produits avaient effectivement des présences de femmes qui sont plus importantes que d'autres, où il y avait une technicité un peu plus forte. Mais on a vu à travers quelques années, effectivement, comment les choses ont évolué, avec peut-être une mise en place d'événements en dehors des projets pour pouvoir créer le lien. Souvent, c'était des femmes aussi qui étaient à cette initiative-là, pouvoir casser un peu les silos entre les humains, j'ai envie de dire, et qui se traduisent finalement aussi par casser les silos dans l'organisation en pouvant peut-être faire des mobilités. Des femmes apporter effectivement cette envie collaborative, une animation de la vie de l'entreprise qui a beaucoup facilité cette partie-là.
Madame Corazza, avant de laisser la main à nos intervenants pour un petit mot de conclusion, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu de nos invités? D'abord, je trouve formidable qu'il y ait vraiment ces panels de femmes exceptionnelles. D'ailleurs, je vous connaissais quelques-unes de réputation, mais quand on vous voit, c'est autre chose. Et je trouve que c'est vraiment très important que vous témoigniez comme ça pour donner envie aux plus jeunes. Et puis, vous le faites d'une façon tellement naturelle, spontanée. C'est pas comme si vous avez grimpé l'Everest. Vous faites ça normalement. C'est vraiment formidable. Et j'ai une chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que l'importance des réseaux. Vous avez dit tout à l'heure, les 80%, etc. Les hommes vont à la chasse. Ils vont au match de rugby, ils jouent au golf, ils boivent un verre, un truc. Nous, on rentre travailler. Et on perd un endroit où on nous voit, on nous apprécie, on apprend à nous voir en dehors de notre travail. Et donc, on ne pense pas forcément à nous après au bon moment. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage toujours énormément. Ce n'est pas une perte de temps, en fait. On s'enrichit, on apprend toujours des choses. Et puis, j'ai trouvé mot très généreux, c'est que vous dites jamais fermer la porte à quelqu'un qui vous demande un conseil. Ça, c'est généreux, ça prend du temps. Mais un jour, ça nous revient toujours. Les féliciter de cet engagement. Je vous laisse le mot de la fin, un petit mot pour conclure nos échanges. Si vous avez un dernier conseil qu'on puisse tous appliquer, ou Marion. Alors, en fait, le conseil qui me vient en vous entendant, c'est... moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé à faire du réseau, c'est divorcer et faire une garde alternée. Alors, je ne vais pas vous conseiller de divorcer. Mais j'avoue que la semaine où j'étais pas in charge, j'ai fait vachement de réseaux, vachement d'assauts, et c'est clair que c'est un conseil, mais bon, voilà, que ça fonctionne. Mais ceci dit, oui, alors bien sûr, mais c'est le garçon. Enfin, on peut alterner les rôles aussi. Alors là, je vais répondre parce que je suis pas d'accord du tout. Je trouve que toutes les femmes qui ont réussi ont des hommes derrière qui les soutiennent, ou un mari, ou un frère, ou un père. Je veux dire, c'est comme les hommes qui réussissent. Guy serait pas là s'il n'y avait pas une femme formidable. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Non, je crois que il faut un homme qui comprenne ce que nous faisons et qui nous appuie, parce que sinon, toute seule, on n'y arrive pas. Ça, je suis pas d'accord du tout. Et je trouve que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est bien choisir nos hommes. Alors moi, c'est pas mon seul accord avec Chiara, mais moi, avec mes 43 ans de mariage, franchement, je ne peux pas vous soutenir sur ce sujet. En revanche, je confirme, je le vis, je suis convaincu que les réseaux, c'est vraiment une solution. J'en fréquente beaucoup. Je parle souvent de réseaux féministes, d'ailleurs. Tu en animes, j'en anime aussi, et malheureusement, les femmes ne sont pas assez présentes le soir pour les contraintes qu'on a évoquées. Mais je fréquente aussi des réseaux féministes. Et je pense par exemple à PWN, par exemple. Et je trouve que c'est un vrai moyen pour les femmes de se serrer les coudes, de se donner des tuyaux, de faire ce qu'on vient de décrire, ce que font les hommes en général. Et donc j'encourage vraiment toutes les femmes à s'inscrire dans ces réseaux. D'ailleurs, le CEF6 est déjà un réseau extraordinaire. Et donc je pense qu'il faut vraiment continuer dans cette voie-là. Fatia. Oui, pareil, effectivement, je pense qu'on a tous, en tant que femmes, l'obligation, j'ai envie de dire, de s'accompagner, de s'aider entre femmes pour pouvoir avoir accès à des opportunités. Mais souvent, dans beaucoup de carrières que j'ai vues autour de moi, ça tient parfois à une rencontre, à une opportunité, à quelqu'un qui nous a fait confiance, souvent à des hommes, parce qu'aujourd'hui, ça reste la majorité dans ces milieux-là. Donc, je voudrais aussi les remercier pour toutes ces personnes-là qui ont parfois, à un instant donné, pris la bonne décision de croire en les femmes, même si elles n'ont pas le CV parfait, et qui ont permis de la réussite de beaucoup. Donc, je les encourage aussi à beaucoup nous aider. Et entre femmes, c'est vraiment une richesse. Et la deuxième, si je peux vous conseiller un podcast sur Binge Audio sur la masculinité, vous m'excuserez pour le titre, ça s'appelle Les couilles sur la table, c'est passionnant. Donc allez-y. Très bien, donc c'est un bon conseil. Allez,